J'ai une question qui me tient beaucoup à cœur. Comme tu sais, Oui. Beaucoup d'entre nous de notre génération ont quitté un petit peu le pays. Mm. Et ils sont partis ailleurs et quand ils sont revenus, ils ont un autre regard sur l'Afrique parce qu'ils ont vu autre chose. Mm, mm. En même temps, je vois qu'il y a des présidents, hein, comme au Sénégal, comme d'autres présidents, hein, qui sont restés et qui ont bien réussi dans le pays sans franchement passer beaucoup de temps à l'extérieur. Doit-on partir de son pays en Afrique pour mieux réussir? Alors, je pense que ce n'est pas un absolu. Hein, on n'est pas effectivement obligé de partir pour réussir. Mais par contre, je crois que c'est un plus. Parce que, bon, on a effectivement, on est confronté, on se frotte à d'autres, on voit comment les autres construisent, comment les autres construisent leur succès, quels sont les principes qu'ils appliquent, etc. Et cela nous aide. Ça nous aide déjà parce que ça nous permet de nous amender. Peut-être qu'on pourrait avoir des idées préconçues. Et cet échange, faire cette forme d'émulation nous permet de voir les choses autrement. Donc, je dirais que ce n'est pas un impératif, mais c'est utile. Ouais. C'est utile. Nous sommes dans un monde qui, depuis quelques décennies, est interconnecté. C'est-à-dire qu'on peut être chez soi et avoir des nouvelles de toute autre partie du monde sans forcément y avoir été. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas besoin d'avoir fréquenté Harvard pour pouvoir suivre des enseignements qui sont à Harvard. Ça peut très bien se faire en ligne. D'accord, ça c'est un fait. Mais par ailleurs, il est intéressant de pouvoir se retrouver avec d'autres étudiants, être confronté à d'autres cultures, pour pouvoir en retirer des choses qui peuvent nous permettre, nous, peut-être de sauter des étapes ou d'aller un peu plus vite. Et c'est dans ce sens-là que partir à l'étranger est très utile. Étranger, ça veut dire que si je suis, je dirais congolais, aller en Afrique du Sud, c'est étranger? Tout à fait. Okay. La culture. Sortir de chez soi. Exactement. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre qui peut me permettre de mieux faire ce que j'avais l'intention de faire? Parce que ce serait assez prétentieux de penser que l'on sait tout, que l'on est capable de bien réussir une entreprise sans se référer à ceux qui, avant nous, ont essayé ou sont passés par le même parcours. Ouais. Donc, le fait d'aller en Afrique du Sud, par exemple, l'Afrique du Sud est un très bel exemple. C'est un pays, on appelle la nation arc-en-ciel, parce qu'elle est faite de mosaïques de peuples, en particulier les Afrikaners, mais il y a des gens qui sont venus d'un peu partout, d'Inde, etc. Et ces personnes-là, par la force des choses, sont obligées de vivre ensemble, avec leurs différences. Mais ils arrivent, merci Mandela, ils arrivent quand même à avoir un semblant d'unité et de travailler dans des entreprises où vous retrouvez autant des noirs, des blancs, des personnes d'ici d'autres. Voilà, et ça fonctionne plutôt. Donc oui, c'est intéressant d'un point de vue économique parce que on voit d'autres modèles, on voit d'autres façons de faire et tout n'est pas transposable, bien évidemment, mais quelquefois oui. Et donc dans ce sens-là, c'est intéressant effectivement d'avoir une expérience en dehors de son pays, oui. Alors, je pense que cette question peut être mal comprise par d'autres jeunes qui nous écoutent peut-être en disant, voilà, ils sont en train de donner raison à ceux qui risquent leur vie dans la Méditerranée parce que ils sont en train de dire que, tiens, c'est pas mal de partir à l'extérieur, donc ils sont en train de dire que tu peux risquer ta vie en essayant d'aller en Europe parce que ça apporte un plus. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on est en train de dire. Non, ce n'est pas ce que nous disons et ce n'est pas ce que je dis. Parce que je pense qu'effectivement, qu'on ait besoin d'aller risquer sa vie, parce que c'est quand même une traversée qui est dangereuse. Et voilà, ce n'est pas
ce n'est pas vers cela qu'il faut aller. Quand je parle de partir à l'étranger, il faut bien savoir par exemple que les migrations, les plus grandes migrations se font en interne. C'est-à-dire que les mouvements de population se font énormément à l'intérieur même des continents. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a beaucoup de peuples qui partent d'un pays vers un autre pays, mais au sein même de l'Afrique. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans l'idéal, le savoir, la connaissance qui se transmet, cette connaissance qui se transmet dans les universités en Europe, en Amérique et ailleurs, devrait pouvoir se retrouver également sur le continent africain. Et là, c'est la responsabilité, pour le coup, c'est la responsabilité des élites. D'accord. Pourquoi finalement, alors je réponds un peu à la question de façon un peu en biais, en contournant un tout petit peu, mais pourquoi est-ce que tous ces jeunes, tous mes frères d'Afrique, tous ces jeunes prennent le risque de traverser, donc mettre en danger leur vie pour arriver en Occident? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Alors, les principales sont, certains fuient des pays en conflit, des guerres. D'autres fuient ce qu'on appelle une migration économique, fuient la misère, parce que malheureusement les dirigeants de leur pays n'ont pas su leur proposer autre chose. Et voilà, ce sont des principales raisons qui font que ces personnes se disent « je trouverai mieux et meilleur cadre de vie à l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique ». Donc ça repose la question que tu m'as pas posée, mais ça repose encore une fois la question de la responsabilité de de ces personnes qui sont aujourd'hui aux commandes des États en Afrique. Cela devrait représenter pour eux un véritable pincement, un véritable drame, une véritable souffrance intérieure de voir cette jeunesse africaine partir. Parce que c'est l'avenir qui part. Exactement, exactement. Et nombreux de ces jeunes, une fois partis, n'ont pas forcément le désir de revenir. C'est un peu à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que justement les conditions économiques, sociales, etc. sont meilleures dans ces pays-là. Mais rien n'empêche que en Afrique nous ayons ces mêmes conditions. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Ok. L'autre côté, c'est que ceux qui partent, quelquefois, ne reviennent pas. Oui. Donc ça, c'est aussi, on peut dire la fuite des cerveaux, peut-être. Peut-être que on peut dire que oui, ils sont en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, mais ils envoient de l'argent aux parents, donc c'est parce qu'ils sont là-bas qu'ils soutiennent. Mais entre-temps, ils peuvent contribuer beaucoup plus, peut-être. S'ils sont là, c'est ça qui est un peu difficile. Tu vas en Europe, tu as un boulot, tu gagnes assez, tu envoies de l'argent. Tu aides les parents, les frères, les sœurs, les cousins, oncles, tantes, etc. Tu reviens, tu retrouves des conditions un peu difficiles, et il y a ce risque de ne pas gagner autant. Donc tu te dis, il vaut mieux que je reste en Europe, même si les conditions ne sont pas idéales. Au moins, j'en vois quelque chose. C'est une question qui est douloureuse. J'entends bien, effectivement. Pour moi, c'est une anomalie. Ok. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle d'une diaspora, quelle qu'elle soit, de se substituer à des États. Aujourd'hui, malheureusement, effectivement, des sommes importantes, colossales, sont envoyées par des Africains installés en Occident, en Amérique, en Asie, un peu partout, en Afrique. Mais souvent, ces sommes servent et viennent pour permettre aux familles de vivre. Il y a des personnes qui ont travaillé, qui travaillent toute leur vie, on va dire ceux qui sont encore en activité, qui malheureusement ne sont pas rémunérés pour le service, le travail qu'ils effectuent. Et ces personnes sont à la charge de ces Africains partis. Et à côté, il y a ceux qui ont été en activité, qui sont à la retraite et qui malheureusement ne perçoivent pas la pension de retraite. Et ces personnes-là doivent être soutenues. Et vous avez à côté d'autres besoins. Donc, oui, effectivement, quand on est en Occident, quand on est en France ou quand on est aux États-Unis, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut que je rentre au pays? Parce qu'il faut dire, c'est un crève-cœur pour ces personnes qui vivent des fois loin de chez eux, pour certains qui
d'un point de vue culturel, d'un point de vue affectif, souffrent. Ces personnes aimeraient bien retourner dans leur pays, voilà. Mais cette question se pose. Parce que les conséquences derrière peuvent être dramatiques. Ouais. Donc oui, je m'avance peut-être un peu au risque de choquer. Je pense que c'est une anomalie. Qu'une diaspora se substitue à ce point à des États, parce que l'État est normalement là pour organiser le vivre ensemble. À partir du moment où il y a une vraie justice sociale, une personne qui a travaillé, elle a droit à une rémunération, à son salaire. Le traitement des fonctionnaires doit pouvoir être assuré. À partir de ce moment-là, quand on a un enfant ou quand on a un parent qui est en Occident, évidemment, c'est tout à fait normal que ce parent puisse participer, mais que ce soit une participation à la marge et pas essentielle pour la survie du clan, de la famille ou du groupe. D'accord. J'ai bien compris qu'on peut aller dans les pays de l'Afrique, mais quelquefois c'est difficile à obtenir un visa. Même pour le Maroc, pour l'Afrique du Sud, il y a la barrière de la langue. Si on est dans un pays francophone pour aller dans un pays anglophone, il y a tout ça. Est-ce qu'il doit y avoir, selon toi, une sorte d'harmonisation des visas pour que ça facilite les tâches de pouvoir aller à l'intérieur de l'Afrique? Ah, très clairement. Et ça n'existe pas encore? Non, ça n'existe pas parce qu'il y a eu un renoncement au projet africain, si je peux dire. Ah oui, il y avait un projet africain. Alors, je suis pas... C'est l'historien qui parle, là. Non, alors pas tout à fait, mais disons que... voilà, moi, je me suis à une époque un peu intéressé à ce que ce qu'on peut appeler les pères fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont porté les indépendances, ceux qui ont été à l'origine des indépendances, certains avaient un vrai projet africain. Comme Nkrumah, le panafricanisme, voilà, a été porté par, entre autres, Kwame Nkrumah et puis d'autres. Mais c'était pas que de l'utopie, enfin c'était pas de l'utopie, il y avait derrière un vrai projet. Alors peut-être était-il visionnaire, était-il en avance sur leur temps, probablement, je dirais même certes. Mais il n'empêche que ce projet était intéressant. Pourquoi? Parce que l'un des drames, l'une des difficultés que nous avons en Afrique, c'est le manque d'unité. Aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, on raisonne plutôt en termes de bloc économique. L'Union européenne a succédé à la CEE, la Communauté économique européenne. Au niveau de l'Amérique, il y a le Canada, les États-Unis, le Mexique, qui forment aussi un tout. Bon, au niveau de l'Asie, il y a des géants. On peut nous parler de la Chine, il y a la Chine, il y a l'Inde, etc. Donc, ce sont de gros ensembles économiques avec des marchés intérieurs énormes. Alors en Afrique, il y a quelques années, je crois il y a 3 ou 4 ans, il y a eu ce sommet, je crois, à Niamey, Niger, où on a essayé justement de créer un marché unique. Mais force est de constater, encore une fois, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait échange. Et pour qu'il y ait des échanges, il faut que l'on puisse effectivement, pour répondre à ta question, que les gens puissent se déplacer déjà dans les espaces économiques. La CEDEAO en Afrique de l'Ouest, pour parler que de la zone francophone, l'Union douanière économique, je ne sais pas si ça existe encore, en Afrique centrale. Voilà. Donc il faut effectivement favoriser les échanges. Et pour le faire, il faudrait effectivement que certains verrous sautent, notamment les visas. Et puis on en parlera peut-être, mais les infrastructures sont essentielles. Quand vous avez deux capitales qui sont proches l'une de l'autre, comme Kinshasa et Brazzaville, et que pour traverser, voilà, certes le fleuve est large, mais que ce soit aussi difficile de passer d'un côté à l'autre, d'être obligé de prendre un ferry, enfin la barque et passer de l'autre côté, il devrait y avoir un pont par exemple. Bon, ça je crois que c'est un projet. Voilà, ça permettrait de dynamiser les échanges et donc effectivement de favoriser l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Jacques. Ok.